Alors que ma fiancée célébrait notre futur dans mon jardin, j'annulais notre mariage. Elle portait un toast à un autre chez nous, ignorant que tout était déjà fini. Le traiteur, le lieu, même mon avocat. Tous savaient avant elle. Mon nom est Antoine. J'ai 54 ans et je vis dans un quartier pavillonnaire tranquille où les gens saluent en faisant semblant de ne pas se mêler des affaires de tout le monde. Je suis divorcé depuis près de 8 ans. Je possède une petite entreprise de fourniture pour le bâtiment et j'ai élevé 2 fils qui sont maintenant assez âgés pour avoir des opinions sur ma vie et assez jeunes pour penser que ces opinions sont toujours utiles. La maison au cœur de cette situation est une maison de 4 chambres que j'ai achetée il y a 14 ans, à l'époque où Émile et Cédric laissaient encore leur bol de céréales dans l'évier et où ma nièce ne se plaignait pas chaque fois que je réparais la clôture arrière. Elle a un clavier de garage qui coince quand il pleut, une terrasse arrière que j'ai reconstruite moi-même, une pelouse clairsemée que je compte réensemencer, et un tiroir fourre-tout rempli de piles, de vieux menus à emporter et de clés que personne ne peut identifier. Cette maison n'a jamais été un trophée. C'était l'endroit où je me suis reconstruit après la fin de mon précédent mariage. Après mon divorce, j'ai gardé la tête basse. J'ai travaillé. J'ai vu mes garçons. J'ai réparé des choses dans la maison qui n'avaient pas besoin d'être réparées, car cela me faisait me sentir mieux que de rester immobile. Je ne cherchais pas une seconde chance romantique. J'étais bien avec mes routines tranquilles, mon café noir, mes factures et mes samedis matins à l'entrepôt. Puis j'ai rencontré Monique. Elle avait 49 ans, élégante sans être tape à accent grave-l'œil et chaleureuse d'une manière qui ne semblait pas fausse au début. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour le sport de jeunes où mon entreprise avait fait don de matériaux pour la réparation d'un stand de concession. Elle aidait à organiser la vente aux enchères silencieuses et je me tenais près d'une table de paniers cadeaux, essayant de comprendre pourquoi l'un d'eux contenait à la fois des balles de golf et des bougies parfumées. Monique a ri et a dit que celui-ci était pour un homme qui avait abandonné mais voulait quand même que sa maison sente bon. J'ai ri plus fort que la blague ne le méritait. Elle s'est souvenue de ma commande de café après une seule conversation, alors que j'avais un gros rhume 3 mois après le début de notre relation. Elle a laissé de la soupe sur mon perron et m'a envoyé un texto me disant de simplement la réchauffer sans discuter. Elle m'a aidé à choisir un cadeau d'anniversaire pour Cédric quand j'ai admis que je n'avais aucune idée de ce qu'un jeune de 24 ans voulait à part de l'argent et moins de questions. Elle n'a pas non plus trop forcé avec mes fils. Elle leur a demandé des nouvelles de leur travail, s'est souvenu qu'Émile aimait la nourriture épicée et a ri des petits commentaires peints sans rire de Cédric sans essayer d'être leur mère. Cela comptait pour moi. Mes garçons étaient adultes, mais le divorce laisse des marques dans une famille même après que tout le monde ait cessé d'en parler. Émile, mon aîné, avait 27 ans et était prudent avec ses mots. Il aimait paraître raisonnable, surtout quand il était émotif. Cédric avait 24 ans et était plus direct. Si quelque chose lui semblait faux, son visage l'annonçait avant sa bouche. Ils aimaient tous les deux Monique. Ma sœur Renée était plus prudente. Renée a 52 ans et a le genre de regard qui pousse les gens à avouer des choses qu'ils n'ont pas encore faites. Elle n'a jamais directement détesté Monique, mais elle l'observait. Après un dîner chez moi, Renée m'a aidé à transporter les assiettes dans la cuisine et m'a dit que Monique était très habile. J'ai dit que ce n'était pas une mauvaise chose. Non, a dit Renée, en raclant les pommes de terre écrasées dans la poubelle. Mais c'est une compétence. Je lui ai dit qu'elle était protectrice. Elle a haussé les épaules. Je veux que tu sois heureux, a-t-elle dit. Je ne fais juste pas confiance à quelqu'un qui parle d'amour comme s'il lisait une brochure publicitaire. À l'époque, je pensais que c'était juste Renée étant Renée. 2 ans plus tard, j'ai demandé Monique en mariage dans le jardin lors d'un barbecue familial. Ce n'était pas chic. Des hamburgers, des chaises pliantes, des fleurs du supermarché en gros et des bocaux en verre parce que je pensais que ça avait l'air plus joli que l'emballage en plastique dans lequel elle venait. Émile et Cédric étaient là. Renée était là. Quelques voisins ont crié des félicitations par-dessus la clôture comme s'ils avaient été invités par le bruit. Monique a pleuré quand j'ai demandé. Elle a mis ses 2 mains sur sa bouche et a dit qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle serait choisie comme ça. Je l'ai cru. Vraiment. Je me souviens être resté là avec la bague à la main, mes fils applaudissant, Renée essuyant ses yeux tout en gardant un air suspicieux, et pensant que peut-être je n'avais pas fini d'être l'avenir de quelqu'un. Pendant un moment, être fiancé m'a fait du bien. Monique a apporté des magazines de mariage, bien qu'elle ait prétendu ne pas être ce genre de mariée.
Nous avons commencé à regarder les lieux de réception, les traiteurs, les dégustations, les plans de table et toutes les autres choses qui font qu'un homme adulte se demande si s'enfuir pour se marier n'est pas l'option la plus logique. Comme je possédais une entreprise et que j'étais habitué à gérer la paperasse, j'ai payé une grande partie des acomptes des fournisseurs par carte ou par chèque d'entreprise. Cela signifiait que les factures et les confirmations par email me parvenaient. Monique s'occupait de la plupart des décisions esthétiques. Je m'occupais des ennuyeuses. Ça marchait. Au début, elle disait des choses qui semblaient romantiques. J'ai hâte de construire une vraie maison ensemble. Cet endroit va se sentir si différent une fois que nous serons officiellement une famille. Je veux que nous créions des souvenirs dans chaque pièce. J'aimais l'entendre. J'avais vécu seul dans cette maison assez longtemps pour que l'idée que quelqu'un veuille la rendre plus chaleureuse ne me fasse pas peur. Puis le mot chez nous a commencé à apparaître dans des endroits étranges. Un soir, nous étions assis à ma table de cuisine avec des échantillons floraux étalés entre nous. Elle avait un verre. J'avais un bloc-notes jaune parce que je suis comme ça, pratique. Elle comparait deux nuances de rose poudré qui me semblaient exactement les mêmes quand elle a dit avec désinvolture que si nous allions vraiment nous marier, son nom devrait figurer sur l'acte de propriété. J'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai même ri. Elle non. Son visage est resté doux, mais ses yeux ont changé. J'ai posé mon stylo. Que as-tu dit? Mon nom, a-t-elle dit. Sur la maison, sur l'acte. Si nous devenons une seule famille, ça a du sens. Cette maison est un bien propre, ai-je dit. Je l'ai achetée bien avant nous. Je sais quand tu l'as achetée, Antoine, alors tu sais que ça reste ainsi. Elle s'est assise en arrière, l'air profondément offensé. Je ne demande pas d'argent, a-t-elle dit. Je demande à faire partie de ça. Tu n'as pas besoin d'être sur un acte de propriété pour faire partie de ça. Une femme ne devrait pas se sentir comme une invitée de longue date. Cette phrase m'a dérangé, mais pas encore assez. Je me suis dit qu'elle exprimait une peur, pas une exigence. Nous avons parlé pendant 20 minutes de plus. Bien que parler soit généreux. Elle parlait doucement. Je me répétais. Elle utilisait des mots comme avenir commun, investissement émotionnel, sécurité familiale et mur. J'utilisais des mots comme bien séparé, équité et non. À la fin, elle ne pleurait pas, mais elle était silencieuse. Avec Monique, le silence était pire que la dispute. La semaine suivante, elle n'en a pas parlé directement. Au lieu de cela, elle se déplaçait dans ma maison en agissant comme si elle avait le cœur brisé. Elle s'arrêtait dans le couloir et touchait le mur où pendaient autrefois de vieilles photos de famille. Elle se tenait à l'évier de la cuisine et regardait la pelouse. Une nuit, elle a dit qu'elle ne voulait juste pas passer son mariage à vivre dans mon ancienne vie. Je chargeais le lave-vaisselle. Ce n'est pas mon ancienne vie. C'est ma maison. Exactement, a-t-elle dit. Ta maison, tes règles, ton passé. Où est ma place dans le mariage? J'ai dit avec moi. Elle a souri tristement et a dit, j'ai rendu ça si simple. La pression n'est pas venue d'un coup. C'était la partie stratégique. Elle est venue de côté. Au dîner du dimanche, pendant qu'Émile et Cédric étaient là, Monique a fait une blague sur le fait que j'étais trop prudent avec la confiance. Elle l'a dit avec un petit rire en passant la salade. Cédric m'a regardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Monique a agité sa fourchette. Rien. Ton père aime juste avoir des portes de sortie. Je l'ai regardée. Elle n'a pas rendu mon regard. 3 jours plus tard, Émile m'a appelé alors que je rentrais de l'entrepôt. Papa, je ne prends pas parti, a-t-il commencé, ce qui signifiait qu'il en prenait absolument. J'ai dit, alors n'en choisis pas un. Il a soupiré. Je dis juste, ne commence pas un mariage comme si elle était temporaire. J'ai changé de voix et serré ma main sur le volant. Monique t'a parlé? Elle ne m'a pas demandé d'appeler si c'est ce que tu veux dire. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il est resté silencieux. J'ai dit son nom fermement. Elle est blessée, a-t-il dit. Elle a l'impression que tu construis un mariage avec une porte de sortie. C'était là encore. Porte de sortie. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas accusée. Je lui ai juste dit que c'était une phrase intéressante. Quoi? Rien. Je te parlerai plus tard.
Cette nuit-là, Cédric m'a envoyé un message incroyablement long. Il a écrit qu'il m'aimait, qu'il voulait que je sois heureux, que la famille passait avant tout, et que je lui avais toujours appris à ne pas traiter les gens comme des étrangers. Puis vint la phrase qui m'a glacé le sang. Il a demandé pourquoi je me marierais avec quelqu'un si je planifiais déjà la sortie. Monique avait dit porte de sortie. Émile avait dit porte de sortie. Cédric avait écrit sur planifier la sortie. Des mots différents, les mêmes empreintes. Je suis resté assis dans mon salon avec la télé en mode muet et j'ai lu le message de Cédric 3 fois. Monique prenait une douche à l'étage. Sa tablette était sur la table basse car elle l'avait utilisée pour regarder des centres de table. Elle s'est allumée. Je ne l'ai pas touchée. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. L'aperçu en disait assez. Le message d'Émile disait, dis-lui que ça protège toute la famille, pas seulement moi. J'ai fixé ce petit rectangle de lumière jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Ce fut le premier instant où j'ai su que ce n'était pas seulement Monique qui se sentait en insécurité. C'était organisé. Le lendemain, j'ai appelé René et lui ai demandé de me retrouver pour un café. Nous nous sommes assis dans un bistrot où la serveuse connaissait ma commande. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui pour René est une rareté. Quand j'ai eu fini, elle a remué son café et a dit, elle ne te combat pas. Elle recrute des témoins. Je me suis frotté le front. Ce sont mes enfants. Exactement. C'est pourquoi elle les a choisis. Elle n'est pas une mauvaise personne. Je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise, a dit René. J'ai dit qu'elle était stratégique. Je détestais qu'elle ait raison. Pourtant, je n'ai pas confronté Monique. La fierté est l'une de mes faiblesses. Je déteste avoir l'air idiot et je déteste accuser quelqu'un avant de pouvoir prouver ce qu'il fait. En affaires, si quelque chose ne va pas, je ne me précipite pas dans une réunion en criant. Je vérifie la facture. Je lis le contrat. Je suis la trace écrite. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire plus attention. Monique a continué à agir comme la victime. Elle n'a jamais directement posé de questions sur l'acte de propriété devant mes fils. Elle les a laissés mener la conversation. Au dîner, elle disait quelque chose sur le fait de vouloir que notre mariage se sente sûr, puis baissait les yeux. Émile se raclait la gorge et suggérait que c'était peut-être plus qu'une question de propriété. Cédric intervenait plus fort. Tu nous as toujours dit que la famille passait avant tout, a dit Cédric un soir, appuyé sur mon îlot de cuisine. Pourquoi cela s'arrête-t-il quand ça te coûte quelque chose? Cette phrase a fait mal. Je ne mentirai pas. Je l'ai regardé et j'ai dit, que la famille passe avant tout ne signifie pas que je cède la propriété d'une maison pour prouver que je ne suis pas égoïste. Monique a touché le bras de Cédric et lui a dit que ce n'était pas grave, lui disant de ne pas discuter avec moi. Elle a agi comme si j'étais celui qui était déraisonnable. Je lui ai dit que personne ne lui avait demandé d'utiliser mes fils comme un porte-voix. Son visage s'est tendu pendant une demi-seconde avant qu'elle ne le lisse. Je suis désolé que tu vois les choses comme ça, a-t-elle dit. C'est là que j'ai arrêté d'expliquer. Quelques jours plus tard, Émile a atteint un point de rupture. Il est venu à mon bureau près de l'heure de fermeture. Il avait l'air embarrassé avant même de s'asseoir. J'entendais les chariots élévateurs biper dans l'entrepôt derrière le mur et mon bureau était couvert de bordereaux de livraison, mais je savais que ce n'était pas une conversation de travail. Il a dit, « Papa, je pense que Monique nous utilise. » Je me suis lentement penché en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti son téléphone. Cédric et moi avons eu une dispute. Il pense que tu vas nous exclure si elle n'est pas protégée. J'ai demandé à Monique pourquoi elle nous impliquait toujours. Et elle a agi très étrangement. Étrangement comment? Il m'a tendu son téléphone. Les captures d'écran n'étaient pas dramatiques au début. Ce qui les rendait pires. Monique écrivait comme quelqu'un qui savait exactement comment paraître attentionné. Elle écrivait qu'elle ne pensait qu'à toute la famille. Elle écrivait que j'étais un homme bon, mais que je fermais les portes quand j'avais peur. Elle affirmait que si elle était sur l'acte de propriété, je ne pourrais pas changer d'avis plus tard et laisser tout le monde exposé. Elle lui a dit que cela le protégeait, lui et Cédric aussi. Émile m'a observé le visage pendant que je lisais. Elle a fait comme si nous étions tous protégés, a-t-il dit doucement.
comme si en gardant la maison séparée, nous serions finalement mis à l'écart. J'ai posé le téléphone sur mon bureau. Émile, cette maison est déjà dans mon plan successoral. Il a cligné des yeux. Quoi? Toi et Cédric êtes protégés. Cela a été réglé il y a des années. Il a semblé complètement choqué. Elle nous a dit que tu n'aimais pas en parler. J'ai dit, je n'aime pas être sous pression. C'est différent. Il a passé ses deux mains sur son visage. Je n'avais pas réalisé qu'elle nous servait les mêmes arguments. Je voulais être en colère contre lui. Une partie de moi l'était, mais en le regardant assis là, honteux et confus. J'ai aussi vu le garçon qui avait 19 ans pendant le divorce et faisait semblant de ne pas s'en soucier. Pendant que toute sa famille se réorganisait, j'ai dit, tu es adulte. Être manipulé l'explique. Cela ne l'efface pas. Il a hoché la tête. Je sais que c'était la première excuse, même si elle n'en avait pas encore l'air. La vraie preuve est venue de l'organisatrice de mariage. Elle s'appelait Thérèse. Elle était professionnelle, organisée, et avait le ton de voix perpétuellement fatigué de quelqu'un qui avait entendu un trop grand nombre de disputes sur les couleurs des serviettes. Comme je payais les factures, j'étais en copie sur les fils de discussion de facturation. Un matin, j'ai ouvert mes emails pour consulter un calendrier de paiement révisé pour la location de la fête de fiançailles. Il y avait une chaîne de messages plus longue en dessous à laquelle je n'avais pas fait attention auparavant. Thérèse avait demandé à Monique si la fête de fiançailles dans le jardin devait être stylisée comme une réunion de famille décontractée ou comme un aperçu de la réception de mariage. Monique a répondu en lui disant de faire en sorte que cela ressemble au premier événement d'une longue série ici. Elle a écrit qu'après le mariage, elle voulait faire une vraie crémaillère pour que les gens comprennent que c'est notre maison maintenant. C'était irritant mais pas concluant. Puis j'ai lu la ligne suivante. Elle a écrit, ces enfants doivent comprendre que ce sera ma maison maintenant. Je suis resté assis dans mon bureau, mon café refroidissant, et j'ai relu cette phrase. Ces enfants doivent comprendre que ce sera ma maison maintenant. Cette phrase a fait quelque chose d'utile. Elle a effacé la dernière partie douce de moi qui voulait excuser son comportement. J'ai transféré l'email à moi-même, imprimé la chaîne et l'ai mise dans un dossier. La dernière pièce est venue 2 nuits plus tard. Je veux être prudent dans la façon dont j'explique cela. Je n'ai secrètement enregistré personne. Je ne me suis pas caché dans les buissons. Je n'ai rien fait que mon avocat ne m'ait dit de ne pas faire. Après l'aperçu de la tablette et les captures d'écran, j'ai parlé à un avocat de ce qui était légalement autorisé dans mon état et dans ma propre maison. Il m'a dit exactement où était la limite légale, et je suis resté entièrement conforme. Monique était dans la cuisine, au téléphone en haut-parleur avec une amie. J'étais dans le salon avec des papiers, assez près pour l'entendre car elle ne parlait pas doucement. Les espaces communs de ma maison avaient des dispositifs de sécurité déclarés, principalement parce que mon entreprise me demandait parfois de ramener du matériel et des outils. Après avoir parlé à mon avocat, je savais exactement ce qui pouvait et ne pouvait pas être utilisé légalement. Son ami a dit quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Monique a ri doucement. Puis elle a dit, après le mariage, le problème de la maison sera plus facile. Il ne voudra pas passer pour le méchant. Il y a eu une pause. Non, il est têtu, mais il déteste l'embarras public. Une fois que tout le monde verra cela comme notre maison, il devra arrêter d'agir comme si j'étais temporaire. Je me suis assis à mon bureau et j'ai senti mon pouls dans ma gorge. Ce n'était pas le cœur brisé. Pas exactement. C'était de la reconnaissance. Le lendemain matin, je suis allé voir Maître Dubois. Maître Dubois était mon avocat spécialisé en droit de la famille et des successions depuis des années. Début soixantaine, calme, pratique et insensible au drame émotionnel. Son bureau avait du mauvais café, des certificats encadrés et une réceptionniste qui avait maîtrisé l'art de ne réagir à rien. Je lui ai apporté les captures d'écran d'Émile, la chaîne de mai de Thérèse, la documentation de ma maison et le projet de contrat de mariage que nous nous étions échangés. Il a lu tranquillement. C'était son style. Il n'a pas sursauté. Il n'a pas jugé Monique à voix haute. Il a juste mis une paire de lunettes de lecture et a examiné les documents attentivement. Puis il s'est arrêté sur le projet de contrat de mariage. Qui a fait ces changements, a-t-il demandé. Quel changement? Il a tourné la page vers moi. Le langage original protégeant les biens propres avait été adouci.
Un paragraphe sur la future plus-value sur les biens séparés avait été réécrit d'une manière qui pourrait soutenir l'idée que les contributions matrimoniales comptaient pour la maison. Il y avait une nouvelle formulation sur l'entretien partagé, les efforts ménagers conjoints et l'intérêt équitable. Je l'ai fixé. Je n'ai pas approuvé ça. Je ne pensais pas que tu l'aies fait, a dit Maître Dubois. Monique m'a envoyé cette version et a dit que c'était juste un langage plus clair. Il a tapé une fois sur le papier avec son stylo. Elle n'a pas mal compris l'accord. Elle a réécrit l'intégralité de l'accord à son avantage. Cette phrase m'est restée. Je lui ai demandé quoi faire. Il a dit, d'abord, ne signez rien. Deuxièmement, arrêtez de discuter de l'acte de propriété. Troisièmement, si vous mettez fin aux fiançailles, faites-le proprement. Et si elle a passé la plupart de ses nuits chez vous et qu'elle y reçoit du courrier, n'improvisez pas, suivez la loi exactement. Cela signifiait ne pas jeter ses vêtements sur la pelouse. Pas de verrouillage dramatique, pas d'actions impulsives qui font du bien pendant 20 minutes, mais causent des problèmes juridiques plus tard. Il a préparé une notification officielle pour qu'elle déménage conformément aux règles de notre État. Il m'a également dit quel code d'accès je pouvais changer et quand, quel compte séparer et comment tout documenter correctement. J'ai demandé si je devais la confronter en privé. Maître Dubois s'est penché en arrière. Cela dépend. Est-ce qu'elle dit toujours aux gens que vous êtes l'obstacle? J'ai ri une fois, mais il n'y avait pas d'humour. Elle fait dire à mon fils que je construis un mariage avec une porte de sortie. Alors comprenez quelque chose, a-t-il dit. Une confrontation privée pourrait lui donner le temps de réécrire l'histoire à nouveau. J'ai quitté son bureau avec un dossier, un plan et une sorte de tristesse qui semblait lourde mais claire. La fête de fiançailles était dans 48 heures. C'était censé être une célébration dans le jardin, pas le mariage lui-même, juste un grand événement en famille et entre amis sous une tente blanche louée avec des guirlandes lumineuses, des tables de cocktails, un service de traiteur. Des plateaux d'amuse-gueule et suffisamment de fleurs pour transformer entièrement le jardin. Monique l'avait traité comme un aperçu de sa nouvelle vie. Je l'ai traité comme une date limite. Cet après-midi-là, j'ai annulé le lieu de mariage, puis le traiteur pour le jour du mariage, puis le photographe. J'ai payé les frais d'annulation. J'ai gardé les reçus. J'ai tout confirmé par email. J'ai fermé le compte de planification partagée et remis l'argent restant que j'y avais mis là où il devait être. Lorsque la coordinatrice du lieu a demandé si j'étais sûr, j'ai dit que j'étais très sûr. Je n'annulais pas un mariage. J'annulais un piège. Je n'ai pas annulé la fête de fiançailles. Peut-être que cela semble dur. Peut-être que certaines personnes penseront que j'aurais dû y mettre fin discrètement dans la cuisine. Mais Monique n'avait pas gardé cela entre nous. Elle avait recruté mes fils. Elle avait impliqué des fournisseurs dans sa performance. Elle avait construit une histoire publique où j'étais l'homme froid refusant de laisser sa future femme faire partie de sa vie. J'ai donc décidé de mettre fin à cette histoire à l'endroit exact qu'elle avait essayé de revendiquer, mon jardin. Le jour de la fête, je me suis levé à 6 heures et je me suis tenu sur la terrasse arrière avec un café alors que la pelouse était encore couverte de rosée. Le jardin avait l'air paisible sous cette lumière matinale. Le même jardin où j'avais demandé sa main. Le même jardin où mes garçons avaient joué à la balle assez mal pour casser une fenêtre de sous-sol. Le même jardin où j'étais resté assis seul après mon divorce, me demandant ce qui allait arriver. À midi, les équipes de location installaient des tables de cocktail. La tente blanche a été montée près de la clôture. Des guirlandes lumineuses ont été enroulées autour des poteaux. Le personnel de traiteur est arrivé avec des glacières. Les voisins ont fait semblant de jardiner pour pouvoir regarder. Monique se déplaçait dans la maison comme une hôtesse de magazine. Elle portait une robe crème et des boucles d'oreilles dorées. Elle touchait les bras des gens quand elle parlait. Elle a dit au traiteur où placer les plateaux. Elle a dit à mon cousin de se sentir chez lui, puis a ri et a dit qu'elle supposait qu'elle pouvait dire ça maintenant. René est arrivé tôt et m'a trouvé dans le garage en train de vérifier les bacs à boissons de rechange. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Non, tant mieux » a-t-elle dit. Je m'inquiéterais si c'était le cas. Je lui ai tendu un dossier. Si je perds mon sang-froid, arrête-moi. Elle a regardé le dossier, puis moi. Tu ne le perdras pas. Émile est venu ensuite. Il avait l'air incroyablement mal à l'aise. Il m'a serré trop fort dans ses bras et a murmuré des excuses.
Je lui ai dit que nous parlerions plus tard. Cédric est arrivé, la mâchoire serrée et les yeux partout sauf les miens. Il était encore confus par la situation. Il pensait que j'étais têtu, peut-être cruel, peut-être les deux. Monique l'a salué d'un long câlin et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Je l'ai vu hocher la tête. Cela m'a fait plus mal que je ne l'attendais, mais cela m'a aussi stabilisé. La fête a commencé à 16 heures. Les gens ont mangé des amuse-gueules et bu des verres. Quelques parents m'ont posé des questions sur le mariage, et j'ai répondu par des réponses neutres et polies. Monique flottait de groupe en groupe, rayonnante. De temps en temps, elle me jetait un coup d'œil comme pour vérifier si je comprenais mon rôle. À un moment donné, elle est venue à côté de moi près des escaliers de la terrasse et a glissé sa main dans mon bras. « Habitue-toi à me voir recevoir », a-t-elle dit joyeusement. Je suis plutôt bonne à ça. J'ai regardé la tente, les lumières, les tables louées posées sur ma pelouse clairsemée. Tu le sais, ai-je dit. Elle a souri comme si elle avait gagné un prix. Vers 18 heures, Thérèse, l'organisatrice de mariage, a tapé une cuillère contre un verre parce que Monique lui avait demandé de rassembler tout le monde pour un toast. Le jardin s'est calmé par morceaux. Les conversations se sont baissées. Les chaises ont grincé. Le bambin de quelqu'un n'arrêtait pas de demander du gâteau, même s'il n'y en avait pas. Monique s'est avancée sous les guirlandes lumineuses, un verre à la main. Je me tenais au bord de la terrasse, mon verre intact. Elle a souri à tout le monde, chaleureuse, élégante, parfaite. Je veux juste vous remercier tous d'être ici, a-t-elle dit. Antoine et moi avons tellement de chance d'avoir des gens qui soutiennent ce nouveau chapitre. Cela signifie tout pour moi d'être accueilli non seulement dans un mariage, mais dans une famille. Quelques personnes ont murmuré leur approbation. Elle a regardé Émile et Cédric. Et aux garçons, merci de me faire sentir que j'ai ma place ici. Cédric a baissé les yeux. Le visage d'Émile s'est tendu. Puis Monique a levé son verre un peu plus haut. À notre chez nous, a-t-elle dit, et à la famille que nous devenons enfin. J'ai hâte de faire en sorte que cet endroit se sente le nôtre à tous égards. C'était ça, l'ouverture qu'elle m'avait donnée elle-même. J'ai posé mon verre sur la rampe de la terrasse. Avant que quiconque ne porte un toast à cela, ai-je dit, nous devons corriger un mot. Le jardin est devenu silencieux d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Même le bambin a arrêté de demander du gâteau. Monique s'est retournée lentement, souriant toujours, mais le sourire était devenu rigide. Antoine, a-t-elle dit doucement, un avertissement glissé sous la douceur. Je suis descendu de la terrasse. Ce n'est pas notre chez nous, ai-je dit. C'est ma maison. Je l'ai achetée il y a 14 ans. Je l'ai payée, réparée, protégée, et je ne serai pas manipulé pour céder l'acte de propriété afin de prouver que je suis amoureux. Quelques personnes ont bougé. Quelqu'un a chuchoté sous le choc. Le visage de Monique a rougi. Ce n'est pas le moment. C'est devenu le moment quand tu as porté un toast à la propriété devant ma famille. Elle a ri une fois, sèchement et faussement. Propriété? Écoute-toi. Je parlais d'appartenance. Non, ai-je dit, tu parlais de la maison. René s'est approché de la terrasse, les bras croisés. Monique a baissé la voix. Ne fais pas ça. J'ai gardé mon ton égal. Le mariage a été annulé il y a 48 heures. La réaction a traversé le jardin comme le vent dans les feuilles sèches. Monique m'a regardé fixement. Quoi? Le lieu de réception a été informé. Le traiteur a été annulé. Le photographe a été annulé. Les dépôts restants sont en cours de traitement. Il n'y aura pas de mariage. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Cédric s'est avancé. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé. Tu voudras entendre la suite. Monique s'est tournée vers les invités, les larmes déjà formées. Il m'humilie parce que je voulais me sentir en sécurité. Non, ai-je dit, je mets fin à cela parce que tu as essayé de prendre ce qui est à moi. Elle a pressé une main sur sa poitrine. Je t'aimais. Je t'aimais aussi, ai-je dit, c'était réel. Mais l'amour n'est pas un transfert de propriété. Elle a tressailli. J'ai continué. Tu as dit à mes fils que mettre ton nom sur ma maison protégerait toute la famille. Tu les as laissés croire que je pourrais les chasser.
Tu as utilisé des mots comme appartenance et sécurité tout en disant à l'organisatrice de mariage que tu voulais une crémaillère après le mariage parce que mes enfants devaient comprendre que ce serait ta maison maintenant. Émile a fermé les yeux. Cédric a regardé Monique. Elle a claqué. C'est sorti de son contexte. J'ai sorti la chaîne de mes pliés de la poche de ma veste. Je ne l'ai pas agitée agressivement. Je l'ai d'abord tendue à Émile. Lila, ai-je dit. Émile l'a lu. Son visage est devenu pâle. Cédric l'a prise après quelques secondes. Ses yeux ont parcouru la page rapidement. Puis ils se sont arrêtés. Je savais exactement où. Ces enfants doivent comprendre que ce sera ma maison maintenant. Cédric a levé les yeux vers Monique. Tu as écrit ça. Les larmes de Monique ont disparu pendant une demi-seconde. Cédric, c'était pour créer l'unité. Non, a dit René derrière moi. C'était pour créer une trace écrite masquée de fleurs. Monique l'a fusillé du regard. Mêle-toi de tes affaires. René a fait un pas en avant. Tu n'as pas le droit d'utiliser ces enfants comme moyen de pression et de pleurer ensuite parce que tu es exposé. Quelques invités ont murmuré. Personne n'a défendu Monique. J'ai dit, il y a plus. Les yeux de Monique se sont reportés sur moi. Le contrat de mariage n'a jamais été signé parce que tu l'as modifié. Tu as supprimé le langage protégeant mes biens propres et changé la formulation concernant la future plus-value de la maison. Son visage s'est durci. La voilà. Non pas la fiancée blessée. Non pas la femme douce qui demandait à faire partie de la famille. La vraie personne en dessous. J'ai suggéré des modifications, a-t-elle dit. Tu as changé la signification. Tu n'écoutes jamais à moins que quelqu'un ne t'y force. Quelques personnes ont réellement halté. Non pas parce que c'était la pire chose dite de la nuit, mais parce que pour la première fois, elle sonnait exactement comme elle-même. J'ai dit, on ne construit pas la confiance en modifiant un document légal derrière mon dos. Elle s'est de nouveau tournée vers la foule, les larmes revenant instantanément. Vous voyez? C'est ce que j'ai eu à gérer. Tout est un contrat. Tout est à lui. Il n'y a pas de place pour moi. J'ai hoché la tête une fois. Tu as raison sur une chose. Il n'y a pas de place pour toi sur mon acte de propriété. Cédric a semblé complètement abasourdi. J'ai tendu la main vers le dossier que René avait posé sur une table de cocktail et j'ai sorti des copies des messages qu'Émile m'avait déjà donnés. J'en ai donné un jeu à Cédric. Je ne partage pas l'enregistrement ici, ai-je dit, ce n'est pas un divertissement, mais mon avocat là. Tu as dit dans ma maison, après avoir parlé à une amie au téléphone en haut-parleur, qu'après le mariage. Le problème de la maison serait plus facile parce que je ne voudrais pas passer pour le méchant. Monique est restée immobile. Ce silence en a dit assez à tout le monde. Puis elle a perdu son sang-froid. Tu m'as enregistré. J'ai respecté la loi. Quelque chose que tu aurais dû considérer avant d'essayer de réécrire mes droits de propriété. C'est cruel, a-t-elle dit. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. J'ai regardé autour du jardin. Les guirlandes lumineuses brillaient maintenant. La tente blanche avait l'air trop joyeuse pour ce qui se passait en dessous. Tu t'es embarrassé toi-même, ai-je dit. J'ai juste arrêté de couvrir ça. Elle m'a montré du doigt, sa main tremblante. Tu vas le regretter. Non, ai-je dit. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Sa sœur, qui se tenait près de la table des boissons avec une expression choquée, s'est précipitée et l'a prise par le bras. Monique s'y est immédiatement penchée, pleurant à nouveau. René a murmuré assez fort pour que la moitié du jardin l'entende, « Tu ne peux pas causer le problème et pleurer ensuite parce que les gens ont remarqué les conséquences. » La sœur de Monique a rétorqué sèchement. « Vous êtes des gens affreux. » René a dit, « Emportez-la avec vous alors. » J'ai tendu la main dans le dossier une dernière fois et j'ai sorti une simple enveloppe. Monique l'a fixée comme si elle était dangereuse. « Ceci est une notification officielle, ai-je dit. Tu as le temps que la loi te donne pour déménager tes affaires et organiser ton courrier. Pas un jour de plus. Je ne toucherai pas à tes affaires. Je ne bloquerai pas l'accès légal avant d'y être autorisé. Tout passera par le processus légal approprié à partir de maintenant. » Elle ne l'a pas prise au début. Sa sœur l'a fait. Monique a murmuré après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai failli rire,
Mais je ne l'ai pas fait. Tu as essayé de transformer mes fils en moyens de pression. Elle a regardé Émile. Je me souciais de toi. La voix d'Émile était calme. Tu as utilisé ce dont je me sentais coupable. Puis elle a regardé Cédric. Cédric tenait l'email imprimé d'une main. Son visage était rouge, mais il ne la défendait plus. Tu m'as dit qu'il pouvait nous chasser, a-t-il dit. J'ai dit que tu méritais la sécurité. Tu m'as fait peur de mon propre père. C'était la phrase qui a mis fin à sa performance. Elle a regardé autour d'elle et a réalisé que le jardin avait changé. 5 minutes plus tôt, elle avait été la future mariée recevant dans sa future maison. Maintenant, elle était une femme tenant un avis d'expulsion dans un jardin rempli de témoins qui venaient de voir son histoire s'effondrer. Elle est partie avec sa sœur 20 minutes plus tard. Pas de manière dramatique, pas de cris depuis l'allée, pas de comportement agressif, juste une marche raide par le portail latéral tandis que les voisins s'intéressaient soudainement beaucoup à leur clôture. La fête s'est dissoute après cela. Les gens m'ont étreint maladroitement. Quelques-uns se sont excusés pour des raisons qui n'étaient pas les leurs. Thérèse, l'organisatrice, est venue me voir avec l'expression de quelqu'un qui voulait disparaître. Je n'avais aucune idée, a-t-elle dit. Je sais. Je suis désolé pour la chaîne de mai. Ne le sois pas, ai-je dit. C'était la chose la plus claire que quiconque m'ait envoyée. Vers 20h, le personnel de traiteur remballait. Le traiteur chargeait les plateaux dans une camionnette. Les lumières de la tente brillaient toujours sur des tables de cocktail à moitié vides. René est resté et m'a aidé à transporter les sacs poubelles sur le côté de la maison. Tu as bien fait, a-t-elle dit. Je me sens mal. Moi aussi. Émile est resté après le départ de la plupart des gens. Cédric non. Il est parti sans dire grand-chose et je l'ai laissé faire. Certaines leçons doivent rester sur le siège passager un certain temps avant qu'une personne puisse en parler. Émile et moi nous tenions près du comptoir de la cuisine, entourés de gobelets en plastique restants et d'un plateau de nourriture non consommée. Je suis désolé, a-t-il dit. Vraiment désolé. Pas la demi-version. J'ai hoché la tête. Elle a fait comme si tu fermais la porte à tout le monde, a-t-il dit. Et je suppose qu'une partie de moi l'a cru parce qu'après le divorce, j'avais l'impression de ne plus savoir où j'avais ma place. Cela a été difficile à entendre. J'ai dit, tu as ta place ici. Tu l'as toujours eue. Je le sais maintenant. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je dit, je pardonnerai d'avoir eu peur. Je n'excuserai pas d'avoir été utilisé comme une arme. Il a dégluti. Je sais que tu n'es plus un enfant, Émile. Quand quelqu'un te donne un discours préétabli sur moi, tu vérifies avec moi avant de le réciter. Il a eu un petit rire triste. Juste. Cédric a mis plus de temps. Pendant 3 jours, je n'ai rien entendu de lui, sauf un message qui disait qu'il avait besoin de temps. J'ai répondu de le prendre. Pendant ce temps, j'ai changé ce que j'étais légalement autorisé à changer. Le code du clavier du garage, les mots de passe des comptes professionnels, les identifiants de connexion pour l'organisation du mariage. J'ai entièrement séparé le compte de planification partagée, annulé les dépenses de mariage restantes et documenté chaque remboursement, chaque frais, chaque article. Je n'ai pas jeté les affaires de Monique dehors. Je n'ai pas touché ses cartons, sauf pour en éloigner un d'une fuite dans la buanderie pour éviter les dommages. Quand elle est venue récupérer ses affaires, René était là avec moi et tout est resté assez calme pour être sans incident. Monique ne m'a pas beaucoup regardé. Elle a essayé une fois de dire que nous aurions pu en parler en privé. Je lui ai dit qu'elle avait rendu cela public lorsqu'elle avait recruté ma famille. Elle n'a rien dit après cela. Une semaine après la fête, Cédric est venu. Il s'est tenu sur le pas de la porte, tenant un sac en papier du bistrot où nous allions quand il était adolescent et faisant semblant de ne pas se soucier que j'ai l'air fatigué. J'ai apporté de la tarte, a-t-il dit. C'est une tarte d'excuses. Peut-être. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où Monique avait d'abord mentionné l'acte de propriété en regardant des échantillons floraux. La maison était silencieuse. Pas de magazine de mariage, pas de plan de table, pas de robe crème suspendue à la porte de la buanderie. Cédric a poussé la tarte autour de son assiette avant de parler. Elle a dit que si son nom n'était sur rien, nous pourrions tous être expulsés un jour, a-t-il dit.
Elle a dit que tu fonderais une nouvelle famille et que nous deviendrions des invités. J'ai gardé ma voix stable. Et tu l'as cru. Je ne voulais pas, mais tu l'as fait. Il a hoché la tête, les yeux humides et en colère contre lui-même. Je pensais que je défendais la famille. Je ne savais pas que je l'aidais à te faire pression. Je me suis penché en arrière. Il y a des moments, en tant que père, où l'on veut rendre les choses faciles. Dire que tout va bien. Dire qu'aucun mal n'a été fait, mais le mal avait été fait. Pas permanent peut-être, mais réel. Alors je lui ai dit la vérité. Tu m'as blessé. Son expression a un peu baissé. Je sais que tu as remis en question mon amour parce que je ne voulais pas céder la propriété de quelque chose que j'ai construit avant que Monique ne mette les pieds dans cette cuisine. Je sais que la pression familiale n'est pas une preuve de loyauté et que l'amour n'exige pas que tu abandonnes ta sécurité. Il a essuyé son visage rapidement, embarrassé. Je suis désolé papa. Cette fois, cela sonnait entier. J'ai hoché la tête. Nous allons bien, mais nous allons parler plus. Pas seulement ce soir. Plus? Oui. Il a dit que nous le devrions. Après son départ, j'ai mis la tarte restante au réfrigérateur et j'ai nettoyé la cuisine même si elle était déjà propre. Vieille habitude. Quand la vie devient compliquée, on nettoie les comptoirs. Au cours des semaines suivantes, la maison est lentement redevenue la mienne d'une manière dont je n'avais pas réalisé qu'elle avait cessé de l'être. J'ai remis les meubles de jardin là où je les aimais. J'ai enlevé les dernières guirlandes lumineuses. J'ai trouvé l'une des épingles à cheveux dorés de Monique sous le meuble lavabo de la salle de bain et je l'ai mise dans la boîte de choses qu'elle devait encore récupérer par la voie légale. La pelouse était toujours clairsemée. Le clavier du garage coinçait toujours quand il pleuvait. Le tiroir fourre-tout était toujours plein de piles mortes et de menus à emporter de restaurants qui avaient fermé il y a des années. Mais la maison semblait silencieuse, pas vide. René est passé un samedi avec du café et s'est tenu sur la terrasse pendant que j'inspectais une balustrade lâche. Tu sais, a-t-elle dit, certaines personnes diront que tu as été dur. Je sais que certaines personnes pensent que les limites ne sont agréables que lorsqu'elles ne dérangent personne. J'ai serré une vis. Tu as répété ça dans la voiture? J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. C'est venu naturellement. Je n'ai pas perdu une femme. J'ai perdu une performance. Cela ne signifie pas que ça n'a pas fait mal. Monique avait été gentille une fois, ou du moins elle avait agi assez gentiment pour m'atteindre. J'avais imaginé un avenir avec elle. J'avais fait ma demande dans ce jardin et je pensais chaque mot. Il y a un chagrin à réaliser que quelqu'un a peut-être aimé ce que ta vie pouvait leur offrir plus qu'il ne t'aimait toi. Mais il y a aussi un immense soulagement à s'arrêter avant que les dommages ne deviennent légaux. Un mois après la fête, j'étais assis seul sur la terrasse arrière avec une tasse de café alors que le soleil se couchait. Le jardin avait l'air ordinaire à nouveau. Pas de tente, pas de table louée, pas de toast public, juste mon herbe inégale, ma vieille clôture et la maison que j'avais maintenue debout malgré le divorce, la solitude, les réparations, les adolescents, les tempêtes et une femme qui pensait que la tendresse me rendait insouciant. Elle avait tort. La bonne personne n'aura pas besoin de mon acte de propriété pour se sentir en sécurité et la mauvaise personne ne l'obtiendra pas juste parce qu'elle a appris où je suis vulnérable.